Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, 3 mécanismes d'exécution qu'on traite ensemble parce qu'ils sont profondément liés, les sous-shells, les shells restreints et la substitution de processus. Ces 3 notions tournent tout autour d'une même question fondamentale. Dans quel contexte, avec quel droit et avec quelles données votre code s'exécute-t-il réellement? C'est parti, commençons par les sous-shells. Le concept est simple à énoncer, exécuter un script lance déjà un nouveau processus, qu'on appelle un sous-shell. Et une liste de commandes placées entre parenthèses est elle-même exécutée dans un sous-shell, un véritable processus fils, complètement séparé du shell qui l'a lancé. Et voici la règle la plus importante à retenir de toute cette section. Les variables définies à l'intérieur d'un sous-shell ne sont jamais visibles à l'extérieur de celui-ci, même si vous essayez de les copier dans une variable soi-disant globale, définie avant d'entrer dans ce sous-shell. Prenons un exemple concret. Vous définissez une variable globale vide avant le sous-shell, vous définissez une variable interne à l'intérieur du sous-shell, puis vous essayez de copier cette variable interne dans la variable globale. Résultat, une fois sortie du sous-shell, cette variable globale reste totalement vide. Le sous-shell a bien reçu la valeur, mais il ne peut jamais la transmettre vers l'extérieur. Exactement le même problème se produit avec un compteur numérique. Si vous définissez une variable à 41, puis que vous l'incrémentez à l'intérieur d'un sous-shell, elle affichera bien 42 à l'intérieur de ce sous-shell, mais elle restera à 41 une fois sortie à l'extérieur. Les opérations effectuées dans un sous-shell, même sur une variable soi-disant globale, n'affectent jamais sa valeur en dehors de ce sous-shell. Pour mesurer précisément le niveau d'imbrication de vos sous-shells, Bash met à disposition une variable interne appelée bash_subshell. À l'extérieur de tout sous-shell, elle vaut 0. À l'intérieur d'un premier niveau de sous-shell, elle vaut 1. Et à l'intérieur d'un sous-shell imbriqué dans un autre, elle vaut 2 et ainsi de suite. Attention cependant à ne pas confondre cette variable avec SHLVL, qui elle ne change absolument jamais à l'intérieur d'un sous-shell, contrairement à ce qu'on pourrait naturellement penser. Voyons maintenant 2 usages vraiment pratiques et concrets des sous-shells. Premièrement, créer un environnement dédié et temporaire pour un groupe de commandes sans jamais polluer le shell parent. Vous pouvez par exemple modifier temporairement la variable pass ou d'autres paramètres d'environnement uniquement à l'intérieur des parenthèses. Et même si vous utilisez la commande exit à l'intérieur de ce sous-shell, cela ne termine que ce seul sous-shell, jamais le script ou le shell parent qui l'a lancé. Une fois sorti des parenthèses, l'environnement du shell parent reste parfaitement intact. Deuxième usage pratique, vérifier proprement si une variable est définie, sans aucun risque d'effet de bord sur le reste du script. On utilise pour cela un sous-shell combiné avec l'option set-u, qui provoque une erreur si la variable n'est pas définie, une erreur qu'on redirige simplement vers dev_nul pour la rendre silencieuse. Et troisième usage tout aussi pratique, vérifier l'existence d'un fichier de verrouillage avant de lancer un script, pour éviter que 2 instances du même script ne s'exécutent simultanément. On combine cette fois un sous-shell avec l'option set-c, qui empêche d'écraser un fichier déjà existant, une technique élégante pour créer un système de verrou robuste. Le véritable avantage des sous-shells, c'est aussi l'exécution parallèle. Vous pouvez lancer plusieurs blocs de commandes entre parenthèses, chacun suivi du symbole esperluante pour les envoyer en arrière-plan, puis utiliser la commande wait pour attendre que tous ces sous-shells aient terminé avant de continuer le script. C'est exactement ce qui permet par exemple de trier 2 groupes de listes de fichiers complètement en parallèle, plutôt que l'un après l'autre. Attention à un piège fréquent qu'il ne faut surtout pas confondre. Un bloc de commande placé entre accolades et non entre parenthèses ne lance jamais de sous-shell. Les variables modifiées à l'intérieur d'un tel bloc entre accolades restent donc parfaitement visibles à l'extérieur, contrairement à ce qui se passe avec des parenthèses. Passons maintenant aux shells restreints, une mesure de sécurité à part entière. Le concept, un shell dit restreint, désactive volontairement certaines commandes, qui seraient normalement disponibles, dans le but précis de limiter les droits de l'utilisateur exécutant le script, et donc de minimiser tous les risques liés à cette exécution. On active ce mode dès la première ligne d'un script, en ajoutant simplement l'option "-r après le shebang habituel. Voici précisément ce qui est désactivé en mode restreint. Utilisez cd pour changer de répertoire de travail. Modifier la valeur des variables d'environnement pass, shell, bash_environ ou environ. Lire ou remplacer les options d'environnement du shell, stockées dans shell opts. Rediriger la sortie vers un fichier. Appeler une commande dont le chemin contient un slash. Utiliser exec pour remplacer le processus du shell par un autre processus. Et enfin, sortir du mode restreint depuis l'intérieur même du script. Il est aussi possible d'activer ce mode restreint au beau milieu d'un script déjà en cours d'exécution, en utilisant simplement la commande set-r, ou de façon équivalente, set-restricted.
À partir de ce moment précis, toute tentative de changer de répertoire ou de rediriger une sortie échouera silencieusement. Et voici le point le plus important à retenir sur ce mécanisme de sécurité: une fois ce mode restreint activé avec 7-R, il devient totalement impossible de le désactiver depuis l'intérieur du script. C'est exactement le but recherché: empêcher un utilisateur malveillant ou un script tiers compromis de reprendre la main et de contourner cette protection. Terminons avec la substitution de processus. Voici le problème concret qu'elle résout. Rediriger la sortie d'une seule commande vers l'entrée d'une autre, c'est un PIP tout à fait classique, que vous connaissez déjà parfaitement. Mais que faire lorsque vous devez fournir la sortie de plusieurs commandes en même temps à un seul et même programme? C'est exactement le rôle que joue la substitution de processus. La syntaxe utilise soit inférieur suivi d'une parenthèse pour une utilisation en lecture, soit supérieur suivi d'une parenthèse pour une utilisation en écriture. Attention à un piège syntaxique vraiment important: il ne doit jamais y avoir d'espace entre le symbole inférieur ou supérieur et la parenthèse qui suit. Un simple espace génère immédiatement une erreur. Techniquement, Bash crée un véritable tube en coulisses et remplace votre expression de substitution de processus par un chemin qui ressemble à /dev/fd/ suivi d'un numéro, un descripteur de fichier temporaire, totalement transparent pour vous. Un usage vraiment pratique: comparer directement la sortie de deux commandes différentes, comme deux répertoires distincts en une seule ligne sans jamais avoir besoin de créer de fichiers temporaires intermédiaires. On peut même comparer deux options différentes d'une seule et même commande, par exemple pour voir précisément ce que change une option supplémentaire sur le résultat de ls. On peut aussi trier plusieurs sources en une seule commande, en fournissant plusieurs substitutions de processus successives à une commande comme sort, ce qui revient à fusionner et trier plusieurs répertoires distincts en une seule opération. Et voici l'usage le plus important de tous, celui où nos deux premières parties de cette vidéo se rejoignent parfaitement. On avait vu qu'un PIP classique crée systématiquement un sous-shell, ce qui signifie que toute variable modifiée à l'intérieur d'une boucle while alimentée par un PIP disparaît complètement une fois cette boucle terminée. La substitution de processus permet justement d'éviter ce piège, en alimentant directement la boucle while sans jamais passer par un PIP classique, et donc sans jamais créer de sous-shell. Résultat: la variable modifiée à l'intérieur de la boucle reste parfaitement accessible et à jour, une fois la boucle terminée. C'est exactement le même problème qu'on avait déjà résolu avec exec dans notre vidéo précédente sur la redirection d'entrée-sortie, mais la substitution de processus offre ici une alternative souvent bien plus simple et plus concise à écrire. Alors, pour résumer tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, un sous-shell, entre parenthèses, isole complètement ces variables du script parent, ce qui est parfait pour de l'exécution parallèle ou pour créer un environnement temporaire dédié, mais qui devient un vrai piège si vous en oubliez les conséquences sur vos propres variables. Un shell restreint désactive volontairement des commandes sensibles, dans le but précis de sécuriser l'exécution d'un script face à un utilisateur non fiable. Et la substitution de processus, avec les symboles inférieurs parenthèse et supérieur parenthèse, permet de nourrir directement une commande avec la sortie de plusieurs autres commandes à la fois, tout en résolvant élégamment le piège classique du sous-shell rencontré dans une boucle while read. Veuillez noter que la partie pratique de cette formation sera publiée juste après la fin de cette partie théorique, afin de consolider ces notions et de développer une véritable compétence opérationnelle sur ces trois mécanismes, particulièrement utiles pour les professionnels de la cybersécurité et pour les administrateurs système qui manipulent concrètement ces techniques au quotidien. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à l'activiste, ça compte énormément. Et dites-moi en commentaire: le piège des variables invisibles hors d'un sous-shell, vous l'aviez déjà rencontré dans un de vos propres scripts? On se retrouve très bientôt pour la suite. À très vite!